J'ai cru comprendre en fait que depuis le début de nos discussions, un point pouvait réunir l'ensemble des parlementaires ici. C'était le souci finalement de la protection et de l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur, dit l'opposition depuis le début de nos débats. Et je crois que sécuriser l'affiliation doit être une préoccupation pour nous tous. Nous ne pouvons à la fois ni ignorer les nouvelles géographies familiales, ni rendre responsables en fait les enfants des choix des parents. Et je crois que avoir ouvert les portes des mairies aux couples de même sexe, tout en refusant, comme le fait aujourd'hui le gouvernement, de traiter la question de l'affiliation au sein de ces mêmes couples, est à la fois, et je l'ai dit en commission, à la fois périlleux et hypocrite. Les codificateurs de 1804 avaient enfermé l'affiliation dans l'institution matrimoniale, loin, contrairement à ce qui nous est dit, de l'obsession biologique. L'affiliation des enfants ne découlait pas de l'engendrement, mais de l'institution matrimoniale elle-même. Nous savons que la filiation a connu des modifications. Elle s'est unifiée d'ailleurs grâce à l'égalisation des filiations légitimes et naturelles. Puis est apparu le principe de maintien d'une coparentalité après séparation. Je crois que le législateur aurait dû, au moment de l'ouverture du mariage civil, aller jusqu'au bout de son travail de codification. En effet, l'ouverture du mariage civil aux couples de même sexe aurait dû en être l'occasion. Loin d'exclure ou de hiérarchiser, comme ça avait été le cas dans le passé, nous aurions dû procéder à une réforme de l'affiliation qui fasse coexister à égale dignité trois modalités d'établissement de l'affiliation que nous connaissons, l'engendrement par procréation, l'adoption et l'engendrement avec tiers donneur. C'est d'ailleurs à cette conclusion que sont arrivés les rapports qui ont été remis au gouvernement. Nous aurions en effet pu choisir une des propositions qui figure dans le rapport Filiation, Origine et Parentalité, qui propose l'établissement pour tous les couples indistinctement d'une déclaration anticipée de filiation à l'état civil. Cette solution, moi, personnellement, me paraît à la fois pertinente et juste, en ce qu'elle traite les enfants de la même façon, de manière totalement égalitaire, indépendamment des couples ou des parents, en fait. Nous avons fait un choix contraire. D'abord parce que cette proposition aurait pu donner lieu à des débats un peu stériles. Et je conclurai. Nous avons fait le choix de permettre, en fait, un élargissement ou une transformation de la présomption de paternité. On propose la présomption de parenté, en fait, dans le cas d'un couple de femmes mariées pour un enfant qui résulterait d'un projet parental commun et qui n'aurait pas de filiation paternelle connue, afin que la filiation et les droits des deux mères sur l'enfant soient bien reconnus. Un certain nombre d'enfants, je le rappelle, résultent d'un projet parental commun, notion qui figure dans l'arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour d'appel de Paris. Je crois que sécuriser la filiation de ces enfants-là est une nécessité. D'ailleurs, les décisions de Versailles nous le rappellent. Et je crois que, contrairement aux engagements du gouvernement, aujourd'hui, le législateur doit prendre, lui, ses responsabilités. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission sur ces deux amendements, 683 et 621, s'il vous plaît. Alors, sur le 683, ce sera un avis défavorable. Je pense qu'on a déjà répondu sur un autre projet de loi il y a un an. Sur l'amendement de M. Coronado, alors, cet amendement qui a été rejeté par la Commission a pour objet de créer une présomption de paternité lorsqu'un enfant a été conçu ou est né pendant le mariage d'un couple composé de deux femmes. Il s'inspire d'ailleurs de la présomption de paternité prévue par l'article 312 du Code civil. En plus, comme vous l'avez dit, il fait suite à 3 jugements rendus par le tribunal de grande instance de Versailles le 29 avril dernier, qui a refusé l'adoption par la conjointe de la mère d'un enfant conçu par le biais d'un protocole de procréation médicalement assistée en Belgique, au motif que le procédé qui consiste à bénéficier à l'étranger d'une assistance médicale à la procréation interdite en France, puis à demander l'adoption de l'enfant conçu conformément à la loi étrangère, mais en violation de la loi française, constitue une fraude à celle-ci et interdit donc l'adoption de l'enfant illégalement conçu. Je comprends tout à fait l'intention des auteurs de l'amendement. Je les invite cependant à le retirer pour plusieurs raisons. La première et la plus importante est qu'il ne s'agit que des jugements isolés rendus par une juridiction de première instance. D'autres jugements ont été rendus par d'autres juridictions en sens contraire, respectant cela la loi que nous avons votée il y a un an. Les jugements du TGI de Versailles ne reflètent pas l'état du droit dans notre pays et ils font d'ailleurs l'objet de recours. Si nous étions en présence d'une jurisprudence établie, convergente et qui ne soit pas qu'en première instance, la situation serait différente. Mais à ce stade, il me semble
prématuré de légiférer dans l'urgence pour répondre à ces jugements quelques semaines après qu'ils aient été rendus. Ce serait, à mon avis, leur accorder trop d'importance juridique, car je sais que pour les personnes concernées, ces jugements, même non définitifs, ont des conséquences. La deuxième raison, c'est que l'amendement proposé concerne la filiation et l'adoption, qui ne sont pas des sujets abordés par la présente proposition de loi. Le texte choisi n'est sans doute pas le bon. Une autre proposition de loi sur l'adoption est en préparation au Sénat. Je pense que ce débat, s'il devait avoir lieu, aurait davantage sa place lors de l'examen de ce second texte. Voilà. Merci Madame la Ministre. L'avis du gouvernement sur ces deux amendements, s'il vous plaît. Le gouvernement, comme vous le savez, est attaché à l'application et au respect et à l'esprit de la loi ouvrant le mariage aux couples du même sexe. Toute l'application de la loi, rien que l'application de la loi. Pour cette raison, à la fois avis défavorable sur l'amendement de Madame Maréchal Le Pen qui vise à remettre en cause ce qui a été voté il y a un an, avis souhait de retrait, vœu de retrait de l'amendement de M. Coronado, sinon avis défavorable. L'objet de ce texte n'est pas de rouvrir le débat sur l'accès des couples de femmes à la procréation médicalement assistée et aux conséquences juridiques qui s'en suivent. Et nous préférons attendre l'avis du comité d'éthique à la fin de l'année. Merci. Monsieur Coronado, vous retirez? Évidemment que non. D'abord parce que les réponses qui sont faites par la rapporteure sont pour le moins erronées. D'abord, cet amendement ne découle pas, contrairement à ce que vous venez de dire, Madame la rapporteure, des décisions en première instance des tribunaux de Versailles. Vous le savez très bien, parce que si vous aviez bonne mémoire, vous auriez pu vous rappeler que cet amendement avait été déposé déjà au moment de l'ouverture du débat sur le mariage civil aux couples de même sexe. Pourquoi il avait été déposé? Tout simplement, à partir du moment où on ouvre le mariage civil, il faut traiter la question de la filiation des enfants nés dans le cadre de ces couples, au sein de ces couples. Quand deux femmes décident d'avoir un enfant, il y a certes une des femmes qui va le porter, qui va accoucher de cet enfant, mais l'enfant est en fait l'enfant de ces deux femmes. Et cette question-là, quoi que vous en disiez, doit être réglée par le législateur. C'est un projet parental d'intention. Il figure, d'ailleurs, je vous l'ai rappelé, dans la décision de la Cour de cassation. Donc je trouve que cette façon de répondre à côté et de renvoyer à un autre texte, on sait ce que ça donne quand du banc du gouvernement, il vient sur ces questions-là, l'engagement de renvoyer à un autre texte, c'est un enterrement de première classe. Et puis, Madame la secrétaire d'État, excusez-moi, enfin, je veux dire, je ne rappellerai pas mot pour mot les propos de M. Binet, justement le rapporteur, qui nous avait dit à l'époque, au moment où on avait traité cette question, vous verrez, il n'y a aucune possibilité d'interprétation du texte de loi qui pourrait en fait recourir à la notion de fraude à la loi et qui pourrait s'opposer à un projet parental commun. Eh bien, écoutez, vous avez ouvert les mairies aux couples de même sexe, ils vous refusez de manière totalement hypocrite de traiter la question de la filiation, c'est-à-dire que vous refusez finalement de sécuriser la filiation de ces enfants et d'avoir un traitement égalitaire avec l'ensemble des enfants nés de couples hétérosexuels ou de couples homosexuels. C'est-à-dire que vous avez créé de faux espoirs et vous, aujourd'hui, laissez ces couples qui portent des projets de famille, des projets parentaux, devant la justice, sans aucun recours et sans aucune protection de la loi. Merci. Et je crois que c'est une façon de se défausser de l'engagement que vous aviez pris à l'époque, ici même dans cet hémicycle. Coronado. Monsieur Fasquelle, puis Monsieur Duic, puis Monsieur Binet. Oui, moi je suis très heureux qu'il y ait ce débat parce qu'on va peut-être enfin sortir de l'ambiguïté de la loi sur le mariage de personnes de même sexe. En ce qui me concerne, moi j'ai toujours déconnecté la question de la reconnaissance des couples homosexuels. J'avais d'ailleurs déposé une proposition de loi proposant une alliance civile célébrée en mairie, de la question de ses conséquences en ce qui concerne la filiation. Et puis, je voudrais dire à M. Coronado qu'il ne peut pas placer l'ensemble de ces situations sur le même plan. Quand il dit qu'il veut créer une double parenté de par le fait qu'il y a une filiation engendrée par un tiers donneur, mais attendez, ce tiers donneur, vous ne pouvez pas le faire disparaître, l'effacer. Ce tiers donneur, il existe, et il y a un droit qui est reconnu par la Convention de New York sur les droits de l'enfant, que vous avez systématiquement méprisé, piétiné, qui est le droit à connaître ses origines et le droit à pouvoir établir un jour une filiation avec son père ou sa mère biologique. Ensuite, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que, et ça fait le lien avec cette proposition de loi, quand vous nous dites la seule solution pour qu'un enfant soit heureux quand il est élevé par deux femmes, sa mère
et la compagne ou l'épouse de sa mère, c'est la parenté et la filiation. Mais permettez-moi de vous dire, je ne suis absolument pas d'accord. Parce que un enfant peut vivre très heureux dans un couple homosexuel, être élevé dans un couple homosexuel, mais il est élevé par son père ou par sa mère et par le mari ou l'épouse ou la compagne ou le compagnon de son père ou de sa mère. Mais ne le privez pas de la possibilité d'établir un jour une filiation, d'avoir une filiation en dehors. Simplement, celui qui vit avec son père ou sa mère, c'est le beau-parent dont on parle justement dans cette proposition de loi. Et vous voyez bien qu'à travers certaines des solutions qui peuvent être apportées en travaillant sur le statut du beau-parent, peut-être pas de la façon dont vous l'avez abordé, on pouvait et on peut régler cette question de la situation de l'enfant qui vit dans un couple homosexuel. Et puis je dirais simplement pour conclure, qu'en ce qui concerne le recours à la PMA, à la GPA, j'ai d'ailleurs déposé des amendements en ce sens, il faut sortir de l'ambiguïté et de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on interdit la GPA et la PMA en France et accepter, voire même encourager à travers la circulaire Taubira, le recours à la PMA ou la GPA à l'étranger et lui faire produire des effets de droit en France. Merci. Et pour moi, j'en termine par là, Oui, Madame la Présidente, parce que maintenant. c'est un point extrêmement important. Je n'en doute pas. Pour moi, il y a incontestablement fraude à la loi quand on a recours à la PMA, à la GPA à l'étranger, et qu'on veut ensuite, par le biais de la loi que vous avez fait voter, le mariage de personnes de même sexe et l'adoption, rendre prisonnier un enfant d'une double filiation définitive, parce que c'est une adoption plénière, une double filiation à l'égard de hommes et de femmes. Alors, je voudrais avoir votre point de vue à ce sujet, et si vous ne me répondez pas maintenant, sachez que cette question reviendra, que vous vouliez ou non, dans les débats ce soir ou plus tard. Merci Madame la Présidente. D'abord, ces amendements soulèvent beaucoup d'interrogations. Première interrogation, je ne comprends pas pourquoi ils sont soumis à discussion commune, parce que leur sens et leur finalité ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, ce type d'amendement ouvre bien ce que vous avez commencé à lancer, sans le savoir peut-être vous-même, lors de la précédente loi, à savoir le découplage complet entre la conception d'un enfant au sens biologique et l'apparition d'un enfant dans un couple. On peut s'interroger pour M. Coronado, pourquoi privilégier les couples de femmes par rapport aux couples d'hommes? Pourquoi autoriser aux seules femmes ce que vous interdisez aux hommes? Parce qu'à la limite, nous l'avions déjà dit, rien n'empêche la conception d'un enfant avec 4 personnes. Vous aurez et pouvez avoir, nous l'avons déjà dit, le cas de 2 femmes qui vivent ensemble, qui sont soit ménopausées, soit stériles, qui ne peuvent avoir d'enfants et qui vont faire concevoir par rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, avec une mère porteuse, un enfant. Et là, on arrive même à 5 personnes pour faire un enfant. Donc, nous voyons bien que nous rentrons dans des difficultés que nous avions soulevées pendant la loi dite du mariage pour tous, c'est-à-dire ce découplage extrêmement inquiétant, extrêmement profond pour l'humanité, entre la partie biologique de l'humanité et sa partie sociale. C'est-à-dire que vous êtes en train de fabriquer à terme une vision d'une humanité à 2 vitesses, celle qui sera née du ventre d'une femme, celle qui sera conçue par la rencontre entre un homme et une femme, et à terme une autre humanité qui sera totalement découplée de toute sexualité, de toute création liée à des liens biologiques, et cela n'est pas la science-fiction, mais va le devenir très vite. Je pense que nous arriverons très certainement à récupérer le matériel génétique d'un ovule pour l'implanter dans un second. De ce fait, le principe masculin disparaîtra. Et je ne vois pas au nom de quoi, en Californie ou ailleurs, certains ne mettraient pas en place ces systèmes. Et là, on tombe sur l'hypocrisie habituelle de Madame la garde des Sceaux, qui interdit sur le territoire national ce qui doit être interdit et l'autorise à l'extérieur. Et ça n'est pas fou, parce que vu le désir d'immortalité de l'humain, vous aurez automatiquement un jour ce type de nouvelle humanité. Merci. Donc, Monsieur Coronado, pourquoi interdisez-vous aux hommes ce que vous autorisez pour les femmes? Vous êtes aussi totalement, là pour une fois, incohérent et illogique. Vous parlez d'inégalité, mais vous créez une inégalité fondamentale qui renvoie à la différence des sexes. Mes chers collègues, je vais donc maintenant mettre aux voix successivement ces 2 amendements. L'amendement 683 qui a un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. L'amendement 621 qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Nous arrivons à un amendement 6